D'accord. Alors oui, donc alors merci de votre invitation, hein, et notamment à Jean-Baptiste Oui, Millard. Alors oui, comme vous l'avez dit, donc je ne suis pas du tout juriste, premièrement, hein, par rapport à cette savante assemblée là que j'écoute avec attention depuis ce matin. Donc je vais vous apporter plutôt un point de vue technique, hein, sur la mécanique et sur la valeur ajoutée justement de la tierce partie indépendante qui est importante parce que, alors faites-moi signe quand vous voyez ma présentation pour que je sois pas trop décalé quand même avec ce que j'ai préparé. Très bien. Excusez-moi, il y avait un petit souci de technique, donc on m'entend et on voit mes diapositives. Donc c'est parfait. Bon, juste, vous avez présenté un petit peu Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas est une grande entreprise française, hein, présente dans 140 pays, et c'est vraiment son rôle de tiers de confiance qui est important par rapport au sujet d'aujourd'hui, avec à la fois de l'indépendance, de l'impartialité et de l'expertise sur plein de sujets, et notamment pour ce dont on va se parler aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors moi, je fais partie de la partie certification de Bureau Veritas, hein, et parmi les multiples certifications que vous pouvez connaître, hein, certification d'entreprise, certification de personnes, certification de produits, il y a de plus en plus de certifications sur la vérification des impacts environnementaux, hein. Certaines ont été mentionnées ce matin. Donc pour nous, le label bas carbone est une prestation, on va dire, d'audit. Ce n'est pas vraiment une certification, parce que pour rentrer un petit peu dans le détail technique, nous sommes missionnés dans le cadre du label bas carbone pour faire un audit indépendant, mais nous n'émettons pas en tant que tel de certificat, ni pour l'agriculteur qui est engagé dans un projet de label bas carbone, ni pour la structure mandataire. Nous émettons bien un rapport d'audit, hein, qui fera partie du dossier de labellisation que montrera le mandataire. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je resitue en fait le sujet carbone et label bas carbone dans la RSE. Hein, la RSE est un sujet qui prend énormément d'importance. Hein. Il n'y a pas une grande entreprise qui ne fait pas en ce moment des déclarations pour dire on fait de la RSE, et dans notre politique RSE, on veut être neutre en carbone en 2030, 2040, 2050. Il y a tous les jours ce genre de déclarations des entreprises, avec derrière des plans d'action et des comptes que les entreprises devront rendre. Et alors, on connaissait déjà, hein, des audits sur des schémas internationaux de réduction d'émissions de carbone. Je ne sais pas s'ils ont été cités, hein, mais il y en a qui existent depuis plusieurs années, le Gold Standard, le VCS Vera. Donc, on a déjà des audits sur des dispositifs qui sont ressemblants, qui sont faits sur de la reforestation en Amazonie ou autre, et qui généraient déjà des crédits carbone que des entreprises pouvaient acheter pour participer à la compensation de leur empreinte carbone, mais des crédits carbone qui n'avaient rien à voir avec le prix à la tonne de carbone que ce qu'on voit aujourd'hui sur le label bas carbone français. On était plutôt sur des prix au moins 10 fois inférieurs. Et puis, en écoutant les intervenants ce matin, j'ai bien fait de mentionner ça sur ma diapo. Il y a 10 ans, il y a une directive européenne qui est sortie sur l'énergie renouvelable, qui a suscité le développement de biocarburants en Europe. Alors biofuel en anglais, qu'on traduit souvent assez mal par biocarburants, qui sont plutôt des agrocarburants, hein. Et un système d'audit s'est déjà mis en place. Ça a démarré en 2011, hein, pour certifier qu'il n'y avait pas de déforestation, mais qu'il n'y avait pas également de destruction de préciennes à intérêt particulier. Et donc tout ça pour illustrer le fait que depuis 10 ans, nous avons déjà beaucoup d'agriculteurs français et les organismes stockeurs qui travaillent avec eux, qui sont inscrits dans ces stratégies où euh, on les audite régulièrement, notamment sur des calculs de valeur réelle de gaz à effet de serre. Alors je vais illustrer très très rapidement. Dans les premières années, le colza, puisque vous savez que le colza est très largement valorisé en filière biocarburant, était commercialisé par une valeur, une empreinte carbone standard. Et au fur et à mesure, 2 ans, on voit des coopératives, des négoces, et donc les agriculteurs qu'ils approvisionnent, passer dans ce qu'on appelle des valeurs réelles. Et c'est intéressant de souligner l'impact économique, c'est-à-dire des colzas qu'on aura certifiés pour une valeur réelle gaz à effet de serre plus basse que la valeur standard vont avoir plus de valeur sur le marché. Donc on voit déjà un impact sur
ce marché agricole spécifique d'une valeur carbone démontrée et auditée. Voilà, donc on est également sur ce sujet-là parce que il faut avoir les auditeurs qui peuvent faire les bons audits un petit peu partout sur le territoire français, des auditeurs qui connaissent bien l'élevage laitier si on parle des méthodes Carbon-Agri par exemple, des auditeurs qui ont l'habitude de faire des audits FSC en forêt si on parle des méthodes forestières. Donc il y a une complémentarité avec les audits filières, les certifications de produits agricoles. Diapo suivante. Alors, l'audit bas carbone, on peut passer directement à la diapo suivante dans le détail. Alors, ont été cités les décrets et arrêtés du 28 novembre 2018. Donc, on a bien un cadre réglementaire français, donc qui définit les deux grandes catégories d'opérateurs qui vont nous intéresser. Donc, il y a l'opérateur qui va s'engager dans les réductions d'émissions, qui lui donc va faire reconnaître ses bonnes pratiques, donc en diminuant son empreinte carbone, donc ou bien en séquestrant du carbone, ou bien en démontrant qu'il émet moins de carbone qu'un scénario de référence. Donc c'est l'importance du principe d'additionnalité, c'est-à-dire que le label bas carbone n'a pas vocation à labelliser et donc à aider vers la monétisation des crédits carbone des pratiques qui seraient des pratiques qui seraient mises en place sans le label bas carbone. J'essaye de l'expliquer en termes le moins technique possible. Et puis, opérateur important, c'est le fameux acheteur de crédit carbone. Donc, on a tous la bonne surprise de voir que des grandes entreprises se sont, dès le lancement du label bas carbone, affichées pour amorcer une pompe et préfinancer l'achat de crédit carbone. Donc, ces grandes entreprises qui veulent participer à la diminution de leur propre empreinte carbone, qui veulent soutenir des projets locaux. Ça, c'est important. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises étaient quelque part frustrées de pouvoir acheter des crédits carbone qui étaient générés à l'autre bout du monde et de ne pas pouvoir le faire sur le territoire français. Donc, on a vraiment une envie de dire j'achète des crédits carbone qui sont produits près de chez moi. C'est un levier important pour étayer la concrétisation des politiques RSE des entreprises. Vous savez que de plus en plus sont soumises au contrôle de leur déclaration de performance extra-financière. Se mettent en place également les contrôles sur les sociétés à mission. Je crois qu'il y a à peu près 200 entreprises françaises aujourd'hui qui se sont déclarées sociétés à mission, donc qui devront également rendre des comptes, être auditées là-dessus. Typiquement, ça fait partie des missions que les entreprises peuvent se donner. Et puis, sur un aspect peut-être un petit peu plus communication marketing, mais c'est toujours important, toutes les entreprises qui vont se positionner pour acheter des crédits carbone veulent améliorer leur image de marque auprès des parties prenantes, des clients et des consommateurs. Et on voit que le consommateur est de plus en plus attentif à acheter des produits d'une entreprise dont il aura une bonne image par rapport à l'impact de cette entreprise sur l'environnement. Diapo suivante. Alors, le label bas carbone nous fournit ce cadre réglementaire pour quantifier et certifier ces réductions d'émissions et d'absorption issues de projets français. Donc les porteurs de projets, alors surtout les agriculteurs, puisque aujourd'hui ça bouge pas mal sur ce secteur-là, ne vont pas y aller, à mon avis, individuellement, vont être rassemblés par un mandataire. Donc ça a été mentionné tout à l'heure, il y a tout un jeu de contrats entre l'agriculteur et le mandataire qui va encadrer en fait les agriculteurs et qui va prendre en charge la véracité, qui va déposer le projet auprès du ministère, la DGEC, la Direction Générale de l'Entreprise et du Climat, et qui va vendre les réductions d'émissions. Donc ce porteur de projet va soumettre son dossier à la DGEC pour être labellisé, en s'appuyant sur une méthode qui a été expertisée, validée, publiée sur le site de la DGEC. Donc aujourd'hui, il existe des méthodes liées à la forêt, et il existe à date 3 méthodes agricoles. La méthode Carbon-Agri, qui est plutôt typée élevage laitier, mais pas que exclusivement, qui a été validée il y a 1 an. C'est pour ça qu'il y a des premiers projets qui démarrent. Et puis ont été validées avant Noël 2 méthodes supplémentaires. Une méthode sur les haies bocagères et une méthode sur les plantations de vergers. Et d'autres méthodes sont dans les tuyaux, peut-être déjà déposées ou en cours de validation, pour multiplier les opportunités d'embarquer des opérateurs sur ce cercle vertueux. Alors,
Euh, Ces réductions d'émissions, donc qui seront vérifiées, seront reconnues par le ministère à la suite d'une vérification des projets par des auditeurs compétents d'organismes de certification accrédités. Je reprends les termes de l'arrêté, et c'est une fois que l'audit aura été réalisé que les réductions d'émissions seront validées et inscrites au registre national pour une traçabilité de ces réductions d'émissions et éviter qu'elles ne soient pas vendues deux fois. Alors, quand est-ce que va se faire cet audit? Cet audit va se faire au plus tard à la fin du projet. Donc, par exemple, sur Carbone Agri, ça va être au terme des 5 ans, sur un échantillon d'agriculteurs prévu par la méthode. Avec quand même, je le souligne, parce que quand on commence à travailler sur le sujet, un intérêt pour commencer à faire des audits intermédiaires en cours de projet. Le but, c'est d'éviter d'arriver au bout des 5 ans et de se rendre compte qu'un certain nombre d'agriculteurs ou d'exploitants forestiers ne seraient pas dans les clous et du coup, il serait un peu tard pour rectifier les choses. Ça peut paraître évident, mais je le rappelle, c'est bien un label de projet. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de certification d'entreprise, d'acteurs ou de coopérative ou du mandataire. Il n'y a pas de certification des produits qui seraient issus de ces fermes. C'est bien une certification sur les projets, les projets bas carbone qui auront été soumis. Alors, je n'ai plus de... Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, j'ai repris tout simplement les infographies du ministère. Donc, on voit bien le rôle en haut à droite de l'auditeur indépendant qui arrive une fois que les méthodes ont été validées, que les projets ont été lancés. Donc, l'auditeur indépendant intervient, donc, comme je dis, au plus tard à la fin du projet pour que le rapport d'audit permette au mandataire porteur de projet de boucler son dossier, de le déposer auprès du ministère, et le ministère viendra valider définitivement les réductions d'émissions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les enjeux autour de ça, c'est quoi? Alors, c'est pareil, je me suis à nouveau intéressé aux deux parties. Donc, le mandataire, qui va rassembler des projets collectifs, des agriculteurs, des forestiers. Son enjeu, c'est de choisir un organisme d'audit qui connaisse le secteur et les opérateurs à auditer. Donc, quand on va auditer un agriculteur, c'est pas la même chose que d'aller auditer une exploitation forestière. Donc, ce sera pas le même type d'auditeur. L'importance de bénéficier de couplage avec d'autres missions. Ça, tous les porteurs de projets mandataires avec qui on discute nous disent, voilà, on veut essayer de bénéficier d'économies d'échelle, et c'est bien logique pour que le budget de vérification soit le plus raisonnable possible. Et puis choisir un organisme d'audit qui peut monter en puissance parce que on peut souhaiter qu'il y ait plein de projets de label bas carbone, et donc il faut avoir une capacité à auditer tous ces gens-là. Et puis les acheteurs de crédit carbone, eux ont tout intérêt à s'assurer de la robustesse des réductions d'émissions, qui soient auditées par un organisme reconnu, puisque on remarque qu'un certain nombre de ces acteurs de crédit carbone, ces acheteurs de crédit carbone, pardon, préfinancent au moins une partie de la valeur des réductions d'émissions, alors que les projets ne font que démarrer. Et puis, je crois qu'il faut se dire les choses. On sait que tous ces phénomènes de compensation carbone sont souvent sous le feu de critiques, et toute suspicion de greenwashing serait préjudiciable aux acheteurs, mais également aux producteurs de réduction d'émissions de carbone, et donc au système qui se met en place. Diapo suivante. Alors, je voulais ici quand même mentionner le France Carbone Agri Association, puisque on démarre le sujet très très concrètement avec eux. Donc, cette structure qui se positionne comme mandataire avec un premier lot de 400 éleveurs, mais je crois que Jean-Baptiste Dolé intervient à la table ronde cet après-midi pour préciser. Eux-mêmes issus de structures collectives et d'autres projets collectifs qui vont venir. Donc voilà, donc là on a défini notre feuille de route. On fera des audits intermédiaires. On fera également un audit de l'outil, puisqu'on a parlé de méthode, mais il y a également des outils. Donc là, on peut mentionner Cap 2ER, qui est, si vous voulez, le calculateur
qui permettra de faire l'état des lieux initial chez un agriculteur, de définir les mesures et ensuite de vérifier en fin de course ce qu'il y aura à vérifier. On peut passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va contrôler très concrètement? Alors d'abord, les contrôles vont être divers. Il y a des points qu'on va pouvoir contrôler de façon documentaire. Donc si je parle d'agriculteurs, il va y avoir des cartographies liées à la PAC, il va y avoir des factures, mais il va y avoir également des choses qu'il faudra aller voir de visu chez un agriculteur. Il pourrait y avoir des linéaires de haies, des couvertures de fosses à lisier pour limiter les émanations, mais également on va jouer sur des leviers sur l'alimentation du troupeau. Donc on va regarder le plan d'alimentation du troupeau, les factures d'aliments du bétail, on va regarder l'âge au premier vélage. Alors je vous ne cite que quelques exemples, puisque par exemple sur la méthode Carbone Agri, il y a à peu près 60 leviers de réduction d'émissions que l'agriculteur va pouvoir utiliser. Donc le but de l'audit, c'est de vérifier que ce que l'agriculteur s'est engagé à mettre en place est vraiment en place, vérifier la tangibilité de tout ça. On va également vérifier la qualité de l'encadrement par la structure collective. Étant donné qu'on est sur une pression d'audit externe d'un faible pourcentage d'agriculteurs, le pendant, c'est que on doit vérifier que la structure collective qui va accompagner les agriculteurs, faire des audits internes, etc., fait les choses de la bonne façon pour que tout ça soit robuste. Et puis également, je voulais souligner les co-bénéfices. C'est prévu par le label bas carbone et peut-être que des projets carbone pourront, je dirais, se vendre encore un petit peu plus cher en démontrant des co-bénéfices qui peuvent être sur la biodiversité, sur la protection de l'eau sur des bassins versants, pourquoi pas sur de l'emploi local, pour une valorisation complémentaire. Pour ceux qui sont dans le domaine de la forêt, il y en a peut-être autour de la table aujourd'hui. Vous savez que le FSC, donc schéma de certification de durabilité de la forêt, prévoit des co-bénéfices et on commence à avoir des premières entreprises auditées et certifiées pour les co-bénéfices FSC en France. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, il y a une grande entreprise française d'exploitation forestière qui a communiqué cette semaine là-dessus. Diapo suivante. Voilà, encore un petit peu plus de détails sur ce qu'on appelle les points de contrôle de la méthode Carbone Agri. Voilà, j'ai mis une petite flèche rouge ici pour aller à l'essentiel. C'est tous les moyens de justification prévus pour chaque levier qu'aura mis en œuvre un agriculteur devront être vérifiés sur le terrain. C'est ce qui fait la différence entre un label qui est vérifié, si je peux me permettre, avec un label autoproclamé. Et autour de tout ça, vous avez dû voir qu'il y a plein d'initiatives à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale sur ces systèmes de compensation carbone, de séquestration carbone par les agriculteurs. Je ne suis pas sûr que toutes les initiatives feront l'objet d'audits par des organismes indépendants. Donc c'est important de mettre en avant la robustesse du système. On peut passer à la diapo suivante. Je ne veux pas être trop long. Alors, au-delà de la technique, donc j'espère que j'ai pu vous montrer quel était le rôle de l'organisme d'audit, comment on allait travailler et qu'est-ce qu'on allait vérifier. Donc là, je suis désolé, j'utilise les termes anglais. Voilà, là, on est typiquement sur des mécanismes d'offsetting, mais même si c'est pas l'objet de la journée, voilà, je voulais apporter également, puisqu'on parle tous les jours avec des entreprises du milieu agricole, mais également des filières alimentaires, sur aujourd'hui des grands projets d'insetting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des grandes entreprises des filières alimentaires qui mettre des moyens pour aider les agriculteurs à infléchir leurs pratiques pour réduire, là encore, les réductions d'émissions ou les séquestrer de façon volontaire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'ai tendance à croire, par rapport aux différents sujets sur lesquels je travaille, que l'impact carbone sera de plus en plus un critère de choix pour le consommateur. Donc c'est pas une faute de frappe. Et donc ça, il y a une vraie chance pour les filières alimentaires et en faire un véritable levier de création de valeur au bénéfice des territoires, des agriculteurs. A été dit ce matin en introduction que l'agriculture est l'une des solutions au problème du réchauffement climatique. Là, les agriculteurs, mais également les forestiers, ont les moyens de le démontrer. Et quelqu'un a également parlé de bioéconomie ce matin pour travailler beaucoup sur ces sujets-là en ce moment. On voit que sur les filières biosourcées qui se mettent en place, que ce soit des bioplastiques ou autres biomatériaux, demain, l'impact carbone de ces biomatériaux sera de plus en plus à démontrer et ça va impacter la valeur des produits. Donc je pense que nous ne sommes qu'au début
d'un cercle vertueux. Voilà pour mon exposé. Emmanuel Audouin, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends. Oui, bah écoutez, merci, merci pour cette présentation. On a beaucoup de questions, mais j'avais d'abord une première question. Alors, ça, vous avez bien expliqué que vous n'étiez pas juriste, mais quand vous contrôlez, imaginons qu'il y a un contrat de séquestration de carbone qui soit conclu pour, j'ai bien compris que c'était prêt pour 5 ans, si vous apercevez que l'agriculteur ne respecte pas ses engagements, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Il y a des démarches particulières? Alors, ben, nous, notre devoir, c'est de décrire ce qu'on voit, hein, et notamment de faire état. Alors, je ne sais pas si on va appeler ça des non-conformités, puisqu'ici, on n'est pas sur une conformité de produit ou de process à un référentiel, hein, mais dans le rapport d'audit qu'on fera, et donc le rapport d'audit, on le fera pour notre client qui sera par exemple le mandataire, hein, et ben, on fera état de non-atteinte éventuelle, hein, des objectifs, parce que les mesures qui auraient dû être mises en place, les fameux leviers de réduction d'émissions, s'il s'avère qu'ils ne sont pas en place sur l'échantillon qu'on a vu, on le mettra dans le rapport d'audit et donc le mandataire ne pourra pas, dans la validation de son dossier auprès de la DGEC, ben, je dirais justifier de l'ensemble des crédits carbone qu'il pensait pouvoir justifier. D'accord, d'accord. Et inversement, si les méthodes évoluent et positivement, c'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux que ce qui a été prévu initialement dans le contrat, est-ce que c'est une simple révision du contrat? On peut imaginer que les parties au contrat reprennent les choses ou est-ce on est complètement figé pendant les 5 années sur les engagements normalement? Alors je pense qu'on est figé, puisque, enfin, nous, en ce qui nous concerne dans notre rôle, on est figé par rapport à la méthode qui aura été validée. Hein, on est bien dans le cadre de méthodes qui sont très techniques, hein, il y a des équations dans tous les sens. Hein, donc, on audite par rapport à une méthode. Après, ce que j'ai cru comprendre, mais il y aura peut-être à la table ronde cet après-midi des gens qui sont à la manette sur le développement de méthodes, c'est que les méthodes sont susceptibles d'évoluer dans le temps, hein, parce que on est au tout début de l'histoire en fait. Hein. Je vous dis, les premières méthodes ont été validées il y a un an, donc peut-être que les méthodes devront évolueront. Et ce que je ne sais pas, c'est si des projets sont sur des méthodes réévaluées, comment ça va impacter ce qu'on aura audité. Nous, de toute façon, on se calera sur les méthodes validées par le ministère. C'est ça, oui, oui. Et ce qui a été prévu dans le contrat. On a une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais on nous indique, j'avoue que c'est un peu nébuleux pour moi, n'est-il pas à craindre que le bailleur de fonds, donc j'imagine c'est le financeur, parti au contrat, mobilise les données des fermes dont il aura financé la réduction de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a des éléments d'information qui transiteraient, est-ce que c'est un risque qui transiterait du coup entre les mains des financeurs? Alors, Fuite je de suis données? pas sûr. Ouais, alors je suis pas sûr d'avoir tous les éléments par rapport à cette réponse, mais nous, en ce qui nous concerne, de toute façon, tout audit se fait sous le sceau de la confidentialité. Donc, nous, on rendra un rapport d'audit au mandataire. Et je pense qu'entre le circuit du mandataire et le circuit du ministère, c'est pareil, c'est sous le sceau de la confidentialité. Donc je pense pas qu'il y ait de risque de fuite de données personnelles qui seraient liées à des agriculteurs.